Bonsoir à tous. Nous allons avoir le plaisir, j'espère, de passer une bonne heure de vol ensemble afin d'évoquer les origines de la Grande Guerre, entre mythe et réalité. Vous n'êtes pas sans savoir que les historiens restent à la fois perplexes et très divisés lorsqu'il s'agit d'analyser les causes de la Grande Guerre. C'est un peu trop facile d'expliquer un tel tsunami historique qui a entraîné, il faut le rappeler, la mort de 18 millions d'êtres humains et les souffrances de 20 millions de blessés par la succession des guerres balkaniques et par l'assassinat d'un certain archiduc, héritier d'Autriche-Hongrie. Tout ça n'est pas très satisfaisant. Quand on veut radiographier, analyser, justifier l'émergence de tels tsunamis historiques, il ne faut pas remonter à quelques mois, mais souvent plusieurs décennies, et parfois presque un siècle en arrière. Et là, eh bien, je vous incite à vous poser avec moi une question toute simple. Et si la Grande Guerre de 14-18 n'était que la conséquence d'une toute première guerre mondiale qui aurait, d'une certaine façon, pendant très longtemps, disparu des écrans radars de la mémoire? Auquel cas, vous l'avez bien compris, notre planète aurait vécu 3 guerres mondiales entre 1830 et 1945, auquel cas la Première Guerre mondiale serait la seconde et la seconde la troisième. Et l'idée sur laquelle je vous incite à travailler, à réfléchir, c'est que peut-être la Grande Guerre n'est rien d'autre que la réimportation dans les frontières de l'Europe des violences et des enjeux d'un conflit déjà mondial, déjà économique, déjà mondialisé, qui l'aurait précédé à partir de 1830, celui des guerres coloniales. Car on évoque souvent la décolonisation, les souffrances qu'elle a pu impliquer, mais jusqu'à une date très récente, jusqu'à il y a 20 ans, la colonisation était quasiment absente des programmes scolaires. Euh, on a trop longtemps délaissé cet aspect de l'histoire, soyons clairs. On ne l'aborde pas pour se mortifier, pour impliquer les générations actuelles, on serait dans l'anachronisme total. Non, on est là pour purger des abcès qui n'ont pas été. Et puis quand les abcès sont purgés, eh bien c'est formidable, on peut repartir et passer à autre chose. On peut vraiment tourner la page. Voilà, voilà, pour essayer d'expliquer les deux grandes vagues d'apocalypse, celle de la Première Guerre mondiale, 14-18, celle de la Seconde, ont caractérisé la barbarie d'un siècle qu'on aurait pu croire humaniste, le XXe siècle. C'est maintenant déjà pour nous le siècle dernier, mais c'est un siècle qui nous aura fait effeuiller bien des horreurs. Alors, euh, voilà ce que va être à peu près le cheminement de cette heure de vol que nous passons ensemble. Le pressentiment du peintre Munch, la naissance et la disparition du premier empire colonial français, l'évolution du second empire colonial français, sa croissance jusqu'à la décolonisation, la conquête de l'Algérie, qui est en quelque sorte une sorte d'avant-goût de la colonisation, de hors-d'œuvre de la colonisation française, 1900-1914, avec ce terme, la belle époque qu'on a forgé après la Grande Guerre, dont on peut se demander si ça n'est pas la période du chant du cygne, de l'essor qui a caractérisé la France depuis quelques décennies. L'incroyable perspicacité, lucidité de Stefan Zweig, dans un livre qu'il a publié pendant l'entre-deux-guerres, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Les grands débats révélateurs des 20 dernières années du 19e siècle, ceux qui ont opposé Ernest Renan, Jules Ferry, Paul Déroulède, de grands esprits. Un ordre de mobilisation dont on verra qu'il est un document à charge, souvent passé inaperçu quant à la date à laquelle il a été imprimé, édité. 10 ans de propagande et de diabolisation de l'ennemi
entre grosso modo, la Belle Époque et puis le début de la guerre. Et puis une interview de 1917 dont vous ne connaissez certainement pas la teneur, le contenu, rattachée à un journaliste de l'époque qui a des liens avec quelqu'un qui est toujours vivant aujourd'hui. Et là, j'espère, vous surprendre un peu et vous laisser un peu croire. Alors nous allons commencer avec le pressentiment d'Edvard Munch. Vous savez qu'Edvard Munch, c'est un peintre norvégien, un peintre expressionniste qui est né en 1863 et mort en 1944. Et ce qui est très étonnant, c'est que dès le cœur de la Belle Époque, Munch a eu une sorte de pressentiment. Il a pressenti l'apocalypse qui se préparait et qui allait ravager le XXe siècle entre 1914 et 1944. L'une des versions de son œuvre inclut, inscrit de sa main en lettres rouges sur son cadre de bois clair, le poème qui l'a inspiré. Alors cette œuvre, tout le monde la connaît, elle est emblématique, c'est le cri d'Edvard Munch. Et sur le cadre d'une des versions, vous voyez ces versions à l'écran, Munch évoque, raconte ce qui se passe au moment où l'inspiration lui vient. Je me promenais sur un sentier avec deux amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai fatigué et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir et la ville. Mes amis ont continué à marcher et je suis resté là, tremblant d'anxiété, et j'ai entendu un cri infini déchirer la nature. Voilà. Alors on connaît le cri, mais on ne sait pas toujours dans quelles circonstances il a été écrit et la façon dont euh, Munch a justifié cette œuvre. Donc ça, c'est le pressentiment de Munch, et il faut bien dire que nous sommes à la fin du XIXe siècle dans un pays effroyablement divisé et qui connaît quelques traumatismes. Alors, le premier traumatisme, euh, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est quelque chose de terrible qui a divisé la France et qui, d'une certaine façon, a laissé des cicatrices qui ne sont pas toutes refermées. On a vu récemment, à la veille de certaines élections présidentielles, certains candidats remettre en question l'innocence d'Alfred Dreyfus. Alors, tout le problème de Dreyfus, c'est que, évidemment, la France du XIXe siècle baigne dans un antisémitisme terrible. Et cette affaire, dont il faut dire qu'elle est très tordue, va évidemment permettre à une partie de l'opinion publique de mettre au pilori un certain nombre de gens pour leurs origines culturelles et religieuses. Nous savons à quel point Zola, Émile Zola, l'écrivain, le journaliste, l'homme politique, a été terriblement actif et terriblement mis en cause dans cette affaire. Vous n'avez qu'à regarder ce genre de caricature qui vous montrera à quel point Émile Zola a souffert, dans la mesure où il y a eu contre lui toute une cabale de gens qui avaient de gros moyens financiers et qui ont quasiment, bien avant l'heure, utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodes de marketing direct, avec de la publicité glissée dans les boîtes aux lettres, des lettres glissées dans les boîtes aux lettres, des affiches ignobles, des revues ignobles, qui représentaient Émile Zola comme un porc qui avait tendance, dans des cartes postales animées qu'on mettait dans les boîtes aux lettres, à tremper, sortir, rentrer sa tête d'un pot de chambre plein d'excréments. C'était d'une violence terrible. Et je vous rappelle quand même qu'Émile Zola a sans doute payé de sa vie
les conséquences de l'affaire Dreyfus, car les circonstances de sa mort sont très louches. Il est mort asphyxié par de l'oxyde de carbone, soi-disant un poêle défaillant. En fait, on sait aujourd'hui qu'un homme, juste avant de mourir, a avoué qu'il était l'auteur du crime et qu'il avait bouché sa cheminée. Donc vous voyez à quel point cette affaire Dreyfus divisait la France, représentait en elle-même une sorte de guerre civile et à quel point elle a été violente. Voilà, dans le musée dit des horreurs, une autre caricature. Il ne s'agit plus de Zola, mais d'Alfred Dreyfus, cette fois-ci. Et voilà Zola photographié, photo anthropométrique, exactement comme un criminel, de face et de profil. Alors, le deuxième traumatisme hallucinant qu'a connu la France à la fin du XIXe siècle, c'est celui de la Commune, qui là encore a plongé notre pays dans une quasi-guerre civile. L'histoire ne manquait pas de tragédies, de soubresauts. Un peu plus tard, il y aura encore la séparation de l'Église et de l'État et tout ce qui viendra avec. Alors, si on reste sur la Commune, eh bien, vous voyez ces photos qu'on a hésité très longtemps à diffuser, photos de communards fusillés, qui ont été photographiés, figés dans la mort, avec des visions absolument tragiques et épouvantables. Dans ce contexte épouvantable, on a assisté, avant ce contexte de la Commune, avant ce contexte de l'affaire Dreyfus, à la naissance, au fil des siècles, puis à la disparition de ce qu'il faut appeler le premier empire colonial français. Cet empire colonial, eh bien, il a commencé à se former au XVIe siècle, à partir de 1534. Il a fini par devenir prospère et assez étendu. Il comptait la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada, le nord des États-Unis, la Louisiane, les Antilles, le Sénégal, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Indes françaises, la Réunion. Alors vous voyez sur cette carte du monde qui est sous vos yeux, tout ce qui est rose, c'est l'empire colonial français. Tout ce qui est rouge, c'est l'empire colonial espagnol. Alors lui, évidemment, il en reste plus grand-chose, sinon la langue. Tout ce qui est jaune, c'est l'empire colonial portugais, et surtout, ce qui est bleu, c'est l'empire colonial britannique. Voilà. Donc c'est intéressant. En vert sombre, vous voyez l'Empire ottoman, qui à sa manière a annexé tout ce qui l'entourait. Alors petit à petit, ce premier empire colonial va disparaître, rétrécir comme une peau de chagrin. Euh, il va connaître son apogée entre 1763 et les années 1780. Mais alors, lors du traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans, en 1763, la France commence à perdre l'essentiel de ses territoires coloniaux, dont l'Inde et la Nouvelle-France, c'est-à-dire le nord des États-Unis, le Canada. En 1803, Napoléon Ier vend la Louisiane. La Louisiane, c'était pas seulement la Louisiane, c'était tout un tas de, de, d'États, enfin qui sont devenus plus tard des États américains, qui entouraient la Louisiane, et ça représentait une bonne partie du sud et de l'est des États-Unis. Hein. C'était la plus grande colonie française aux États-Unis. En 1804, la France perd sa plus riche colonie, Saint-Domingue, qui devient indépendante sous le nom d'Haïti. Et puis il faut évoquer encore les Seychelles, l'île Maurice. Et donc, dans les années 1830, on se retrouve avec des miettes. Des miettes. Hein. Et là, il va y avoir un redémarrage. La France, après avoir perdu son premier empire colonial, va commencer à grignoter, à créer son
second empire colonial qui va devenir le deuxième empire colonial du monde après celui des Anglais, après celui des Britanniques. On est dans un contexte intéressant. Les grands empires s'essoufflent. L'Empire ottoman s'essouffle. L'Empire austro-hongrois s'essouffle. Euh, et les Français se posent une question parce qu'ils vivent dans les années 1830, 1850, 1900, une période faste, avec quelques problèmes économiques de ci, de là, mais une période globalement faste. La fin, la deuxième moitié du 19e siècle, c'est l'explosion de l'industrie, de l'électricité, du métropolitain, de l'industrialisation, l'argent coule à flot, ça va être la grande époque des expositions coloniales, qu'elles soient à Paris, ailleurs dans le monde, ou en province, en France. Elles sont absolument fabuleuses. Alors le hors-d'œuvre de la colonisation du deuxième empire colonial français, c'est la conquête éclair de l'Algérie entre 1830 et 1850. Vont suivre le golfe de Guinée, Madagascar, la conquête de Madagascar, Mayotte, les Comores, les îles du Pacifique, Tahiti, Marquise, une partie de l'Afrique, les zones d'Afrique du Nord mises sous protectorat, une partie de l'Asie, la Nouvelle-Calédonie, la Cochinchine, le Cambodge, le Sénégal, le Gabon, et on arrive à ce que vous voyez coloré en bleu sur cette carte du monde, ça n'est pas rien, et c'est donc le deuxième empire colonial du monde, après celui des Anglais. Alors, il faut s'arrêter 2 secondes sur la conquête de l'Algérie, car elle va avoir des conséquences multiples sur notre histoire. Cette conquête de l'Algérie, c'est une conquête éclair, 1830-1850, et qui va être quelque chose d'épouvantable. Au-delà du maréchal Bugeaud, un des grands meneurs de cette conquête, un des grands bourreaux qui va sévir, c'est un homme qui fait une carrière militaire éclair. Il est lieutenant en 1830, il appartient à l'état-major de Bugeaud et en 1850, il est maréchal de France. Cet homme a eu un veuvage précoce. Il a laissé chez son frère ses 2 fils. Et tout le contenu des effroyables abominations dont il est l'auteur ne sont pas le fruit du récit de quelqu'un qui viendrait le calomnier. Ce sont ses propres récits. Toute sa correspondance adressée à son frère et à ses fils depuis l'Algérie, il écrit quasiment tous les jours pendant 20 ans, est aujourd'hui archivée, consignée à la Bibliothèque nationale de France. Alors voilà un aperçu de ces lettres le 11 octobre 1842, mon cher frère. Nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Oh, la guerre, que de femmes et d'enfants réfugiés dans les neiges de l'Atlas, ils sont morts de froid et de misère. Il n'y a pas dans notre armée 5 tués et 40 blessés. Pourquoi peu de pertes dans l'armée française? Parce que Bugeaud, dès 1830, a été très clair. Il a dit, vous allez rencontrer chez les autochtones, chez les gens qui sont en face, les barbares, vous allez rencontrer des militaires. Alors ceux-là, vous les évitez soigneusement. Vous allez vous intéresser plus particulièrement aux civils, aux vieillards et aux enfants. Et c'est exactement ce qu'ont fait à l'époque, sous la houlette du maréchal de Saint-Arnaud, ce qu'ont fait les troupes françaises. Voilà encore un passage d'une de ces lettres. On ravage, on brûle, on pille, on détruit les maisons et les arbres. Des combats, peu ou pas, entourés d'un horizon de flammes et de fumée qui me rappelle un petit Palatinat en miniature, je pense à vous tous et je t'écris. Tu m'as laissé chez les Brazes, je les ai brûlés et dévastés. Me voici chez les Singades.
Même répétition en grand, c'est un vrai grenier d'abondance. Quelques-uns sont venus pour m'amener le cheval de soumission. Je l'ai refusé parce que je voulais une soumission générale et j'ai commencé à brûler. On ne se voit plus à 10 pas. Nous sommes dans des bois épais, pêle-mêle, avec les Arabes qui fuient, les chevaux qui renversent leurs charges, les chameaux qui se sauvent, les femmes, les enfants accrochés dans les épaisses broussailles qu'ils sont obligés de traverser se rendent à nous. On tue, on égorge. Les cris des épouvantés, des bourrants, se mêlent au bruit des bestiaux qui mugissent, bêlent de tous côtés. C'est un enfer. Il le reconnaît lui-même. Et je vous prie de croire que je n'exagère pas, la conquête de l'Algérie, cette conquête éclair qui dure 20 ans, entre 1830 et 1850, c'est un peu Oradour-sur-Glane tous les 15 jours. On brûle, on viole, on pille, euh, on assassine les femmes, les enfants, les vieillards. C'est quelque chose d'épouvantable et vous vous doutez bien que ce genre de choses laisse des traces, ne s'oublie pas au fil des générations qui suivent. Et les véritables origines de la guerre d'Algérie, au lendemain, au surlendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'il faut les chercher. Alors si je vous dis ça, c'est parce que vous voyez bien que cette conquête de l'Algérie, qui va être suivie par la conquête d'Haïti, on est en guerre. Il s'agit bel et bien de guerre coloniale, comme il s'agit aujourd'hui d'une guerre menée par la Russie en Ukraine. C'est une guerre, et avec des crimes de guerre. C'est une guerre qui ne respecte pas les soi-disant lois de la guerre. Elle est épouvantable. Et cette violence, eh bien, elle constitue l'ambiance, le paysage géopolitique qui caractérise le monde et l'Europe dans ces années-là. Alors, voilà quelques scènes de cette conquête de l'Algérie. Là, on voit des militaires opposés à des troupes. Mais bien entendu, on s'est bien gardé de trop décrire les enfumades et les crimes de guerre que j'évoquais tout à l'heure. On reste dans des visions traditionnelles des batailles guerrières. Je l'ai évoqué tout à l'heure, 1900-1914, c'est ce que j'appelle le chant du cygne de la belle époque. Les gouvernants, qu'il s'agisse de ceux qui règnent à Paris ou à Berlin, sont des gens, en ce qui concerne Paris, qui sont plutôt des progressistes, qui sont pas trop des conservateurs, qui sont plutôt de ce qu'on appelait il y a quelques décennies la gauche. Ce sont des gens qui sont laïcs, francs-maçons, et qui ont quand même mauvaise conscience, car les pays que nous sommes censés libérer, émanciper, comme l'Algérie, en fait, nous sommes bel et bien en train de les asservir. Alors, ces gens-là vont se donner bonne conscience en créant un mythe, qui serait celui qui ferait de nous des civilisations supérieures, chargées de tirer vers le haut des civilisations dites inférieures. Et là, conformément à mes coutumes, moi je ne pars pas de procès d'intention, de vue de l'esprit, je pars des paroles des protagonistes. Alors on est dans une période fastueuse, les expositions universelles, la Tour Eiffel, les colonies françaises qui apportent des richesses considérables, l'argent coule à flot. Regardez une vue de Paris dans ces années-là, regardez les Champs-Élysées, regardez ce qui se passe dans les bals, dans les grandes soirées, la haute bourgeoisie. Et évidemment, avec le revers, qui est l'industrialisation, le travail à la chaîne, les usines, l'exploitation des femmes et des enfants, le métropolitain, la modernité, encore les expositions universelles. Alors comment? C'est ça l'angoisse des gouvernants français. Comment allons-nous maintenir un tel rythme, un tel essor? Il va nous falloir toujours plus de métaux précieux, de main-d'œuvre à bon marché, d'or, de diamants,
de sources d'énergie, de pétrole, de charbon. Et où allons-nous trouver tout cela? Comment poursuivre cet essor magnifique? Eh bien, je le disais tout à l'heure, il y a ces empires finissants et une bonne partie du monde peut être repartagée entre les différents protagonistes. Et c'est pour ça que les Français se mettent à loucher du côté de l'Algérie, du côté d'Haïti, du côté des protectorats qui sont au nord de l'Afrique du Nord, du côté de l'ouest de l'Afrique noire, du côté des Indes, un petit peu partout. Et dès 1800, les conséquences de la guerre, la défaite de Napoléon III, dans le contexte de la Commune, la gifle que nous prenons lorsque nous sommes vaincus par la Prusse, en fin de compte, cette guerre de 1870 concerne relativement peu de gens. Il y a tout un tas de gens en France, les Bretons, les gens du Midi, les gens du Sud-Est, qui n'ont jamais entendu parler de cette guerre. Elle ne les concerne pas. Et Stefan Zweig raconte très bien, pendant l'entre-deux-guerres, l'ambiance qui était celle de l'Europe avant la Grande Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle. À la fin de ce siècle de paix, le XIXe siècle, en dehors de la guerre de 1870, les choses s'amélioraient d'une façon toujours plus visible, toujours plus rapide. On croyait aussi peu, nous dit Stefan Zweig, à la perspective d'une rechute dans la barbarie, à des guerres entre peuples européens, qu'aux fantômes ou aux sorcières. Les gens de cette époque croyaient sincèrement que les frontières de différence entre nations allaient peu à peu se fondre dans une humanité commune et que, de cette façon, la paix et la sécurité, le plus précieux des biens, seraient accordés à toute l'humanité. Voilà ce qu'il écrit en 1943, Stefan Zweig, en évoquant ce qu'il avait vécu dans les 10 années, 15 années, 20 années qui avaient précédé la Première Guerre mondiale. Les gens n'étaient pas du tout prêts à la guerre et on a cultivé tout un tas d'idées reçues. On y reviendra tout à l'heure. Alors, les politiques étaient curieusement répartis. La droite, à cette époque, euh, était très revancharde. Elle n'était pas du tout colonialiste car elle pensait que ces guerres coloniales allaient nous disperser, nous empêcher de nous concentrer sur l'indispensable revanche que nous avions à prendre sur les Prussiens. De l'autre côté, des bords politiques, eh bien, les gens savaient très bien où étaient les véritables enjeux économiques et donc les véritables enjeux de développement. Alors, il y a eu des grands débats révélateurs, des débats publics à la Chambre des députés entre des gens comme Ernest Renan ou Jules Ferry dans un camp et Paul Déroulède dans l'autre camp. Alors voilà ce qu'écrit Ernest Renan, qui n'est pourtant pas un idiot, dans un ouvrage intitulé Réforme intellectuelle et morale, publié en 1871. Écoutez bien parce que ça vaut son pesant de banane. La régénération des races inférieures ou abattardie par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. Voilà des laïcs, séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle, voilà des laïcs qui se mettent à évoquer un ordre providentiel. Tiens, tiens, étonnant. L'homme du peuple, écrit Renan, est presque toujours chez nous un noble déclassé. Sa lourde main est bien mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Merci pour les ouvriers, merci pour les paysans. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Intéressant. Gouvernez-la avec justice, en prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite. Cette même nature a fait une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez bon pour lui, bon et humain, gardez-le au chaud. Il ne ferait pas froid et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, eh ben,
Ben oui, parce qu'elle a aussi fait ça, la nature, une race de maîtres et de soldats, mais c'est bien sûr la race européenne. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce qu'il y a cette forme de ségrégation. Il fallait remettre tout ça dans son contexte. Jules Ferry, auquel je dois tout. Je suis un enfant de l'école publique, je ne suis pas issu de milieu privilégié, donc je dois tout à l'école pour tous de Jules Ferry. Oui, mais Jules Ferry, c'est parfois un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que s'il formate les instituteurs, s'il formate les élèves, et on verra à quel point tout à l'heure, c'est pas uniquement pour faire progresser la lecture, l'écriture, la science, le savoir, les études. C'est aussi pour formater, aussi bien avec les instituteurs qu'avec leurs élèves, de parfaits bons petits soldats, pour préparer d'éventuelles guerres à venir. Les colonies sont pour les pays riches, écrit Jules Ferry en 1871 dans La réforme intellectuelle et morale. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Rendez-vous compte que cette dialectique est terrible et qu'elle est à la source d'une partie des tsunamis, des vagues d'apocalypse qu'a connu le XXe siècle. Car si vous mettez le doigt dans ce genre d'engrenage, ce distinguo entre les races supérieures et les races inférieures, entre les sous-hommes et les surhommes, Untermensch, Obermensch, eh bien, au bout du bout de ce genre d'engrenage et de tunnel, vous trouvez la Shoah. Et on parle toujours de certains idéologues. On va rarement chercher Renan, on va rarement chercher Jules Ferry. Et on oublie que quand Hitler, qui était un grand lecteur, a cherché sa dialectique, il n'a pas eu à se pencher bien bas pour la trouver, et il l'a parfois trouvée chez des penseurs français, chez des intellectuels français qui s'étaient égarés. Alors, il y avait donc cette querelle entre la droite, incarnée par Déroulède, qui ne rêvait que de revanche, les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. Monsieur Déroulède, débat public, c'est Jules Ferry qui parle. Vous finirez par me faire croire que vous préférez l'Alsace-Lorraine à la France. Ne pensez-vous pas qu'il serait sage de sacrifier les provinces perdues et de prendre des compensations ailleurs? Bah, évidemment, quand on montre l'éventail des colonies, il n'y a pas photo. Hein, les diamants, le pétrole, les sources d'énergie, le charbon, le sucre et tout ce qu'on peut aller chercher dans ces pays-là, ben, ça n'a rien à voir avec l'Alsace et la Lorraine qui, par comparaison, sont des confettis, ne sont pas des enjeux économiques. Alors il proteste, Paul Déroulède, avec un propos qui longtemps a été censuré par l'Assemblée nationale. J'ai perdu 2 sœurs et vous m'obligez 20 et vous me ferez 20 nègres, dit-il, en parlant des colonies. En fait, on a édulcoré sa phrase et pendant longtemps, on a consigné dans les archives de l'Assemblée nationale j'ai perdu 2 sœurs, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. C'était un peu moins méchant, terrible que les 20 nègres. Alors, il y a quelque chose qui est terrible. Il y a un document qui est terrible. C'est l'ordre de mobilisation qui, dans les premiers jours d'août 14, 1er août 14, va envoyer 4 millions de poilus. Il y en aura en tout 8 qui s'y présenteront, mais à un instant T, il y a toujours 4 millions de poilus sur les champs de bataille en 1914, puis dans les tranchées dans les années qui ont suivi. Cet ordre de mobilisation générale, il est diffusé, donc placardé dans toutes les communes de France. Il a été imprimé en blanc. On a laissé l'espace pour écrire le bourg, le village, la ville. C'est le secrétaire de mairie qui fait ça. Il ne reste plus qu'à écrire ça. Alors, question qui tue. Quand ce document a-t-il été imprimé? À une époque où on est capable d'imprimer du soir pour le lendemain certains journaux à des millions d'exemplaires. Eh bien, il a été imprimé dès 1905. C'est hallucinant.
On avait réformé certaines modalités euh, liées à la mobilisation à l'époque. Et quand on voit ce document, on le voit à la taille où vous le voyez, et personne n'ayant eu, moi je me suis procuré l'original de ce document, quand on le voit dans sa dimension originale, c'est très grand, très grande taille, il y a un dépôt légal, car le dépôt légal avait été institué, et on voit imprimerie nationale, et on voit la date de 1905. Ça donne froid dans le dos. Ça veut dire que dès 1905, de part et d'autre du Rhin, à Paris comme à Berlin, les élites veulent la guerre. Mais le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt. Dixit, ce que je vous ai lu tout à l'heure de Stefan Zweig, il faut rappeler que à l'époque, la plupart des capitales européennes, avant la guerre, dans les années 1880, 1900, eh bien, sont des foyers ou qui ne vivent que par la collaboration des savants, des ingénieurs, des étudiants. Énormément de gens privilégiés, d'étudiants, vont faire leurs études quand ils sont français dans d'autres capitales européennes, quand ils viennent d'autres capitales européennes à Paris. Et donc, des sciences ou des pseudosciences comme la psychanalyse, la recherche scientifique n'évolue que grâce à des collaborations internationales qui sont infiniment fertiles. Et le peuple, comme le décrivait Stéphane Zweig, n'est pas prêt. Il va falloir le travailler au corps, ce peuple, pendant 10 ans, 10 ans de propagande, 10 ans de diabolisation de l'ennemi pour faire accepter la guerre. Les gens ne sont jamais partis la fleur au fusil, comme on le prétend en 1914. On a de nombreux textes qui prouvent ça. Non, non, non. Les gens ne refusaient pas la guerre. Ils avaient été éduqués. On leur avait appris à faire leurs devoirs. Et puis, ils avaient le sens de la fraternité avec les autres, avec ces conscrits qui, comme eux, étaient mobilisés. Au départ, c'était très maladroit, venant des mêmes provinces, venant des mêmes départements. Au départ, les régiments étaient nourris par des gens qui venaient tous des mêmes zones géographiques. Ce qui veut dire que quand un régiment est rayé de la carte, c'est toute une partie du territoire, un département, une ville, un secteur qui était complètement saigné à blanc de leurs hommes, de leurs jeunes hommes. Donc, cette belle époque, l'explosion des arts, du progrès porté par les artistes, les inventeurs, les chercheurs du monde entier, tout semblait resplendir, la culture, les arts, les sciences, l'industrie, l'urbanisme, l'argent coulait à flot, mais de part et d'autre du Rhin, des gens qui cherchent leur second souffle, des équipes gouvernantes inquiètes, et petit à petit, le feu va prendre, c'est-à-dire cette violence des guerres coloniales, qui sont des guerres mondiales, vont s'étendre, vont être réintroduites dans le cœur même de l'Europe. Elles vont rester établies à l'échelle mondiale et elles vont être réimportées au cœur de l'Europe. Voilà. Parce qu'en fin de compte, une guerre a toujours un effet paradoxal. Simultanément, elle ruine les protagonistes, en tout cas certains protagonistes, mais simultanément aussi, elle va appeler une mobilisation de richesses, de capitaux monumentale, parce qu'il faut s'armer. Alors, l'école de Jules Ferry, c'est pas seulement celle de l'école pour tous. Cette propagande, elle passe par l'école dans les années, dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui précèdent la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle les bataillons scolaires. Vous voyez là qu'il y a des manuels de tir scolaire. Vous voyez que l'on va jusqu'à instituer des cours de tir scolaire, une compétition nationale où les écoles sont classées en fonction des performances. Je parle d'école primaire, en fonction des performances de ces enfants qui, avec des carabines miniatures, mais qui tirent des balles réelles, spécialement adaptées à leur échelle, vont leur permettre de participer à ces compétitions. Et puis alors, il y a un chef-d'œuvre de littérature scolaire à l'époque, c'est le Tour de France par deux enfants, qui est un chef-d'œuvre de propagande qui, là aussi, aiguille, conditionne les enfants pour qu'ils deviennent, quelques années plus tard, de parfaits petits
soldats. Vous voyez là, bien l'école, vous voyez l'école qui évidemment, elle, n'oublie pas l'Alsace et la Lorraine et incite bien les enfants à penser que quand ils seront soldats, il y aura peut-être une revanche à prendre. Vous voyez aussi, le contexte mondial avec certaines pieuvres qui sont censées menacer la liberté, menacer beaucoup de choses, entre autres les Anglais. Et alors, on en arrive à quelque chose qui est absolument incroyable, qui est l'interview de 1917. De quoi s'agit-il? En mars 1917, il y a un journaliste français de 33 ans qui s'appelle Camille Ferry-Pisani et qui est l'envoyé spécial de la revue Les Annales, une revue très lue à l'époque. Il est l'envoyé spécial de la revue Les Annales aux États-Unis. Et il publie dans le numéro 1761, daté du 25 mars 1917, l'interview de l'un des hommes les plus influents des États-Unis, un grand banquier qui ne souhaite pas que son nom soit cité. On pense qu'il s'agissait sans doute de Rockefeller. Et cet homme essaye d'expliquer aux Français, à travers l'interview qu'il donne à Camille Ferry-Pisani, qui est non toujours porté par un conseiller de nos actuels présidents, qui a été conseiller, je pense, de Sarkozy et de Macron, qui est un journaliste économiste coté aujourd'hui et qui est un descendant de Camille Ferry-Pisani. Alors, cet homme va expliquer dans son interview, dont on va lire le texte, parce qu'il faut lire ça mot après mot, avoir ces paroles d'un des hommes les plus puissants des États-Unis. euh, il va évoquer pourquoi les États-Unis vont entrer dans la guerre tardivement et pourquoi c'est devenu inévitable. Et là, on est très très loin, vous comme moi, de ce que nous avons appris sur les bancs de l'école, à travers toutes les légendes, tous les mythes qui entourent la Grande Guerre, ses origines et ses péripéties. Tant il est vrai que l'histoire est toujours instrumentalisée et réécrite. Nous sommes très loin donc des motifs idéalistes qui servent à ses compatriotes à mobiliser l'opinion publique du Nouveau Monde. Hein, on a dit qu'il y avait une vague généreuse de la part des Américains, mais vous allez voir que tout était déjà affaire de business. Alors voilà le document dont je me suis procuré aussi l'original. J'ai eu du mal. Je suis arrivé à le racheter aux États-Unis. C'est écrit en français et puisqu'il s'agit d'une revue française. Et penchons-nous maintenant sur son contenu. Voilà ce que dit cet homme qui tient, et d'ailleurs Pisani-Ferry n'a jamais parlé, l'homme qui l'interviewe n'a jamais balancé son nom, il a tenu sa promesse. On pense que c'est Rockefeller, on n'a aucune certitude, mais c'est quelqu'un de cette pointure, de ce poids, de cette influence. Et vous allez le voir à travers les informations qu'il donne. On voit qu'il est au plus près des informations les plus capitales, des informations les plus stratégiques. Je pourrais vous confier, dit-il, que lorsqu'un peuple est sur le point de se sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour l'arracher à la tentation du bonheur. Méditez cette phrase terrible. Une guerre est nécessaire pour l'arracher à la tentation du bonheur. Il y avait des gens qui pensaient, avant la Grande Guerre, une minorité, entre les deux guerres, il n'y a pas si longtemps, avant que la Russie réenvahisse l'Ukraine, bah, il nous faudrait une bonne guerre. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler la tentation la tentation du chaos. Euh, alors, on va revenir donc. J'ai oublié de vous passer, je les passe maintenant, quelques images effroyables de la Grande Guerre, sur laquelle on reviendra plus lors d'une prochaine conférence prévue le 2 juin, car
Elle évoquera les paroles de Poilu, mais sans attendre, il faut vous montrer ses visions d'Apocalypse. On reviendra à la bibliographie tout à l'heure. On va revenir à l'interview du présumé Rockefeller. Donc, il vient de nous dire: je pourrais vous confier que lorsqu'un peuple est sur le point de se sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour l'arracher à la tentation du bonheur. Mais les idées abstraites ne sont pas mon fait. Je ne connais que les chiffres. Évidemment, cet homme n'a pas d'état d'âme. Il a au moins la franchise de parler clair et de ne pas parler langue de bois. J'ignore Lafayette, dit-il. J'ignore si l'Allemagne attaqua la première. De l'histoire, je ne retiens que la statistique. Cet homme est un homme un peu cynique de chiffres et d'argent. Je sais une chose, dit-il, c'est que la Grande Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires, décuplé nos bénéfices. Et tout ce trafic magnifique, nous l'avons opéré avec les Alliés. Vous voyez qu'on est très loin des images du champ de bataille que je vous ai montré, que je vous montrerai. Non, non, là on est dans le faste, on est dans la prospérité qui a déjà caractérisé, avant la guerre, les guerres coloniales, où on s'enrichit, où on vampirise un certain nombre de territoires. Donc, qu'ont fait les États-Unis pendant la première partie de ce tsunami mondial, de cette première guerre mondiale, dont les années les plus sanglantes ont été les premières, 1914, avant même que la guerre ne soit une guerre de tranchées. Eh bien, eux, ils comptaient les points, mais surtout, ils s'enrichissaient. Et voilà ce qu'il décrit. La Grande Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires, décuplé nos bénéfices. Et tout ce trafic magnifique, nous l'avons opéré avec les Alliés. Nous nous sommes enrichis en vous procurant du coton, de la laine, de la viande, de l'acier, des obus, du blé, du cuir, des souliers, des mitrailleuses, des chevaux, des automobiles, des produits chimiques. Nos actions d'aciérie, telles que la Bethléem, ont monté en 6 mois de 600%. Nos poudreries, telles que l'usine Dupont, distribuent à leurs actionnaires des dividendes de 110%. Le moindre de nos débardeurs ne travaille pas à moins d'un salaire de 35 francs par jour. Et c'est vous qui soldez, vous, les petits Européens, les petits Français et les autres. C'est vous qui soldez. Tout ce qu'on pouvait vous vendre, nous vous l'avons vendu. Vous nous avez payé partie en or. Et notre stock dépasse aujourd'hui le stock or de tous les alliés réunis. Oui, mais vous nous avez payé aussi avec du papier. Or, vos traites, quand c'est du papier, c'est plus de l'or. Vos traites ne vaudront que ce que vaudra votre victoire. Et c'est pour ça que votre victoire est devenue indispensable. Et c'est la vraie raison qui va nous faire entrer en guerre. Il faut que vous soyez victorieux, dit-il, à tout prix, pour faire face à vos engagements. Je vois plus loin encore, dit-il. Et alors là, on est au cœur du tunnel du plus effroyable des cynismes. Il vous faudra reconstruire tout ce qui fut détruit. Ben oui, la France, c'est le champ de bataille. Les Allemands sont étouffés par un blocus, par la famine, par une crise économique. Mais nous, toute une partie du territoire est complètement dévastée, comme l'ont été certaines contrées, Londres pendant la Seconde Guerre mondiale avec le Blitz, ou encore les villes allemandes à la fin de la guerre qui ont été rasées avec des bombes de phosphore et tout un tas d'horreurs, ou comme le sont certaines villes d'Ukraine aujourd'hui qui sont complètement détruites, rasées. Donc il vous faudra reconstruire tout ce qui vous fut détruit. Et cet argent que nous avons gagné sur vous, dit-il, eh bien, nous vous le prêterons pour relever vos villes, pour rebâtir vos fabriques, pour créer à nouveau votre existence économique. Un beau champ s'offre là pour nos placements futurs. Vous voyez, il voit loin devant lui, ce garçon, et il a raison. Mais ce champ, dit-il, ne sera profitable que si vous triomphez avant l'épuisement complet. Ben oui, parce que vous n'en êtes pas loin de l'épuisement quand même, hein. Ça va mal. Et puis même si vous étouffez l'Allemagne, l'Autriche, sous un blocus économique, ça n'empêche pas que voilà de bons soldats et vous avez des revers. Alors voilà pourquoi, dit-il,
nous voulons votre victoire rapide. L'Union, les États-Unis, vous aidera. Nous sommes derrière Wilson, le président Wilson. Les rois eux-mêmes sont nos esclaves. Rendez-vous compte, rendez-vous. Hein, on sort des guerres, on est toujours dans les guerres coloniales. Il y a les rois nègres, entre guillemets, hein, avec de belles guillemets. Et là, on parle de qui? On parle des rois européens, des cours d'Europe, allemands, français et autres. Tous les pays d'Europe, il y a encore pas mal de rois. Il n'y a pas que des républiques. Eh bien, ces rois eux-mêmes sont nos esclaves, dit l'Américain. Nous voulons la guerre, ne serait-ce que pour protéger la flotte marchande anglaise, dont la moitié du capital est yankee. Ben oui, parce qu'il y a les U-boats, il y a les sous-marins allemands, et à chaque fois qu'on coule un bateau anglais, c'est à moitié du capital américain. Donc c'est pas drôle du tout. Il faut arrêter ce genre de choses. Et il leur dit, nous vous aiderons plus encore que vous ne pensez. Nous enverrons des volontaires. Nous voterons le service militaire obligatoire. Nous augmenterons encore notre production en obus, en canons. Et nous prendrons part, s'il le faut, à la lutte continentale. Ben, il sait tout ce qui va se passer. On va envoyer des jeunes hommes américains. On va envoyer du matériel. On va envoyer des armes. On va envoyer beaucoup de choses, pas avec l'esprit de Lafayette. Lafayette a aidé les Américains à une certaine époque à s'émanciper de l'Empire britannique. Eh bien, on pourrait imaginer qu'en retour, les Américains nous aident à gagner cette guerre. Non, pas du tout. Les enjeux sont avant tout économiques. Et comme elle le fera à nouveau, ça ne retire rien au mérite des États-Unis, vis-à-vis desquels on a quand même une dette fabuleuse de tous ces jeunes hommes. Mais là, les États-Unis vont entrer en guerre tardivement, en 1917, pour les raisons qu'on est en train d'évoquer, pas pour les autres. De la même façon, il faudra attendre Pearl Harbor pour qu'ils viennent combattre le nazisme et la barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous prendrons part, s'il le faut, à la lutte continentale. Tous nos citoyens marcheront, dit-il. L'Union n'est-elle pas déjà une gigantesque armée civile, exercée, assouplie, soumise de longue date à la rigoureuse discipline du trust? Ben voilà, les mots sont dits, c'est-à-dire que c'est le capital qui mène tout, c'est le capitalisme. C'est ça l'idéologie, c'est pas celle de la liberté, c'est celle de l'impérialisme et de la domination du monde. De cette armée, nous sommes les chefs, nous dit cet interviewé. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre est inévitable? Et alors là, bah, on va y aller carrément. On n'est toujours pas dans la langue de bois. Les luttes entre les peuples. Et là, il rigole. Mais c'est le seul moyen que nous avons de régler de trop lourdes différences en banque. Est-ce que vous vous rendez compte? Des problèmes comptables, des problèmes de variables d'ajustement sur le plan économique. La Grande Guerre, guerre des tarifs, la nécessité d'un traité douanier avantageux, l'espoir d'une expansion économique nouvelle, plus encore que le Kaiser. Ce sont les banques de Berlin qui ont voulu la guerre. Et voilà, les adversaires sont ciblés, localisés. Les véritables enjeux sont économiques. Tout est dit. Tout est dit. La guerre mondialisée, coloniale, la guerre des conquêtes coloniales, reste une guerre économique et mondialisée toujours pour des enjeux économiques. Les enjeux sont énormes. Les Allemands n'ont pas été très, très doués pour coloniser, mais ils savent très bien que s'ils arrivent à mettre la main sur la France, ben c'est le jackpot. Ils vont devenir les maîtres du deuxième empire colonial du monde. Voilà. Alors, mais rassurez-vous, les Américains arrivent et il va se passer ce qu'on sait, avec des pertes considérables dans leur rang au départ, parce qu'ils sont inexpérimentés, des pertes sanglantes, comme l'avaient été celles des 6 premiers mois de la guerre, août 14, et des premières semaines de la guerre, août 14. Il faut toujours vous rappeler que le mois le plus meurtrier d'une guerre qui a duré entre 4 et 5 ans, c'est le mois d'août 14. Épouvantable. On pense là qu'en quelques semaines, en quelques mois, la
la France a perdu un tiers de tous les morts de la Première Guerre mondiale et ça a été longtemps caché. Donc nous y voilà et ça fait 1 heure maintenant que nous discourons. J'aimerais vous donner un peu plus de temps pour que nous puissions, discuter, pour que nous puissions, comment dire? Alors, déjà l'un d'entre vous a posé une question: les financiers avaient-ils vraiment, le pouvoir, sur les hommes politiques? Mais enfin, personne n'ignore que le moteur de la guerre et de tout le reste, c'est l'argent. Regardez ce qui se passe actuellement, on le voit bien. L'aide à l'Ukraine passe avant tout par des capitaux qui eux-mêmes vont permettre, d'équiper en armes et en tout un tas de choses. Mais il fallait, je le pense, remettre les pendules à l'heure. Car je le répète, et d'ailleurs je vous l'ai dit, les historiens sont divisés et perplexes, n'expliquer le déclenchement de la Grande Guerre que par l'assassinat de l'archiduc et par ce qui se passait dans les Balkans, ça n'est que prendre une toute petite partie du problème. Ce sont les dernières gouttes d'eau qui ont fait déborder un vase très profond, hein. Et vraiment, le jour où j'ai, découvert cette interview, par, Ferry Pisani, j'ai d'abord cru que c'était bidon, c'était trop beau. D'où mon obsession à trouver le document original, parce que ça ne serait pas la première fois qu'on inventerait un truc, hein. Les fake news, ça date pas d'hier. Simplement, nous disposons aujourd'hui de moyens sans précédent, les réseaux sociaux, pour qu'un seul individu avec un puisse, faire, à l'échelle planétaire, d'une fake news, une révélation mondiale. Et il y a des gens qui se laissent embarquer dans ce genre de choses. C'est la seule différence. Nous n'avions pas ces outils il y a 50 ans, il y a un siècle, il y a 2 siècles. Nous avons maintenant des outils qui transforment, qui sont des sismographes et qui évidemment amplifient, de façon démesurée tout ce qui se passe, y compris les fake news. Et à côté de ça, malheureusement, il y a une acculturation progressive de tout un tas de gens qui, ont de plus en plus de mal, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des études poussées, à ne pas se laisser de plus en plus de mal, à ne pas se laisser enfariner. Voilà. Donc, il était important. Alors, je ne suis pas là pour vous dire, avant que nous ne débattions, que vous ne me posiez des questions, je ne suis pas là pour vous dire voilà la vérité révélée. Je suis là pour vous donner des clés que vous n'aviez pas forcément, et surtout toutes les clés, les autres clés, celles qu'on a trouvées dans nos manuels d'histoire depuis très longtemps, vous les avez. Il fallait qu'il y ait aussi celles-là. Et quand on a toutes ces clés, eh bien, c'est à vous de vous faire votre pensée. Ne vous laissez pas dicter votre pensée par les médias, par moi-même, par qui que ce soit. Au bout du compte, quand vous avez toutes ces clés, quand on vous incite à lire certaines choses, c'est vous qui vous ferez votre idée, mais soyez prudents, n'allez pas trop vite en besogne et méfiez-vous, comme de la peste, des images d'Épinal, des idées toutes faites, car et puis méfiez-vous d'un certain nombre de concepts comme celui qui est très en vogue aujourd'hui, la notion de roman national. Notre pays n'est pas un modèle. L'histoire n'est pas toute blanche ou toute noire. L'histoire est toujours un mélange complexe de lumière et d'obscurité, de fange et de ciel. Il faut l'apprendre comme ça. Donc, il faut avoir vis-à-vis de tout ça le sens de la nuance et pas celui de la caricature. Et puis, il faut se méfier des anachronismes. On ne peut pas juger avant-hier en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. On peut faire des parallèles, on peut rester rêveur, mais il faut être très, très, très prudent. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a 2 sources fabuleuses. On a l'histoire et on a la mémoire. Et les 2 sont complémentaires. Il y a des gens qui opposent l'une à l'autre, c'est absurde. La mémoire, c'est quoi? Eh bien, on y reviendra lors de la conférence du 2 juin. Longtemps, la plupart de nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas su lire. Et puis l'école pour tous de Jules Ferry a terminé le travail qu'avait commencé l'Église. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents
ont appris à lire et à écrire. Et pour la première fois, pendant la Grande Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, présumait-elle, dans leurs carnets, dans leurs journaux de tranchées, dans leurs lettres, ils ont eux-mêmes raconté l'histoire à hauteur d'homme. C'est une incroyable révolution. Et comme par hasard, là encore, cette histoire vue à hauteur d'homme, cette mémoire, n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous et moi avons parfois appris sur les bancs de l'école. Alors la guerre de 70 n'est-elle pas non plus à l'origine de la Grande Guerre? Elle fait partie des composantes, bien sûr, mais je vous rappelle que cette guerre n'a concerné qu'une partie très restreinte de la population française et que et qu'elle a abouti à une crise terrible, hein, le départ de Napoléon III, dans le contexte de la Commune, enfin bref. Euh, Bien sûr, ça fait partie des composantes. Mais je pense que la source la plus conséquente, la plus riche, ça a été quand même celle des guerres coloniales qui ont mis le monde dans un contexte explosif où les véritables enjeux, si on voulait maintenir l'essor de la belle époque, les véritables enjeux étaient là. Et c'est ce qui explique peut-être cette suffisance des élites qui, de part et d'autre, ont surestimé leur pouvoir. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas prévu ce que serait la guerre moderne. Les gens pensaient toujours aux guerres napoléoniennes. Ils n'avaient pas pensé à ce qu'allait être cette guerre moderne, qui serait essentiellement une guerre d'artillerie, une guerre aveugle, où tout est détruit. Hein. Je vous raconterai lors de la conférence du 2 juin les raisons pour lesquelles le soldat inconnu est si populaire en France. C'est qu'un tiers des combattants français, un tiers des 1 200 000 poilus français qui ont perdu la vie n'ont jamais été identifiés. Ils ont été pulvérisés par les bombes, les cimetières ont été pulvérisés, repulvérisés, et une famille sur trois en France s'est reconnue dans le soldat inconnu. D'où la raison de la popularité de ce soldat inconnu. Alors, d'autres questions? La guerre de Crimée n'est-elle pas l'une des premières guerres mondiales, même si la guerre de 7 ans s'est aussi déroulée sur plusieurs continents? Oui, bien sûr. Toutes ces guerres-là, on a tendance à avoir une vision très européenne de la guerre et à évoquer ce qui s'est passé sur notre territoire, ce qui s'est passé en Allemagne, et on oublie tout un tas de choses, et on oublie tout un tas de populations. Entre autres choses, je suis intervenu récemment sur une chaîne de télévision pour évoquer l'incroyable dévouement, l'incroyable sacrifice de ceux qu'on appelle les indigènes, les fameux tirailleurs sénégalais, dont beaucoup n'étaient pas sénégalais, certains étaient sénégalais, mais beaucoup étaient maghrébins, certains étaient asiatiques. On a assimilé sous le nom de, parce que les premiers régiments ont été créés à Dakar, on a assimilé sous ce nom tous les indigènes qui ont versé leur sang pour la France pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une dette vis-à-vis de ces indigènes, comme nous avons une dette vis-à-vis des jeunes Américains et des Alliés qui ont sacrifié leur vie pour que nous recouvrions la liberté. D'autres questions? L'action du duc d'Aumale en Algérie, tout le problème de cette guerre, au départ, c'est que c'est une guerre, comment dire, d'asservissement, de conquête. C'est à petite échelle, il faut être très prudent avec tous ces concepts de crimes contre l'humanité, de génocide. Il faut faire attention parce que la Shoah est quand même quelque chose d'incomparable, qui s'est passé dans une période de temps très brève. Hein. Il faut rappeler que les trois plus grands tueurs de l'humanité sont Adolf Hitler, dans l'ordre, par ordre du petit jusqu'au plus grand, Adolf Hitler, puis Staline, puis Mao. Adolf Hitler, c'est 6 millions de morts. Euh, Staline, c'est 60.
Mao, c'est encore beaucoup plus. C'est quelque chose, mais Mao et Staline ont tué beaucoup par la famine. Bon, il y a eu des goulags, mais il n'y a pas eu un phénomène d'extermination comme la Shoah, qui est quelque chose d'incomparable. Les enfumades, les exactions commises contre les enfants, contre les vieillards en Algérie, eh bien, ça, j'ai utilisé l'image tout à l'heure, ça fait un peu penser à comment dire, à ce qui s'est passé dans le centre de la France, dans ce village qui a été totalement, cette bourgade, Oradour-sur-Glane, qui a été ravagée par les SS. Euh, alors, cette période de la guerre d'Algérie, bon, ça fait simplement, ça montre que, et ça casse notre roman national, nous n'avons de leçons à donner à personne et nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Tout simplement parce qu'il y a des périodes terribles de notre histoire. L'Inquisition, certaines conquêtes coloniales, leur violence. Madagascar, ça a été d'une violence extrême. Euh, il y a la Révolution qui n'a pas été uniquement positive, qui a été rétrograde, notamment à l'égard de l'évolution de l'émancipation des esclaves. Euh, donc il faut être très prudent avec tout ça et il faut avoir ni de honte, ni de fierté de mauvais aloi. Voilà, parce que l'histoire, c'est la vie, je le répète, c'est un mélange complexe de fange et de ciel. Alors, race supérieure, race inférieure, oui, c'était dans l'air du temps, mais comment dire, comment dire, les Français ont une qualité intrinsèque. Nous sommes cartésiens. Nous sommes très doués pour conceptualiser les choses. Donc beaucoup de gens pensaient comme ça, opposaient les races inférieures aux races inférieures. Mais nous sommes doués pour conceptualiser et nous avons conceptualisé ces notions. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui nous donne une responsabilité particulière. C'est parce qu'on a conceptualisé des horreurs. Voilà. Mais c'était dans l'air du temps, je le répète, et beaucoup de gens n'étaient pas choqués par tout ça. C'est l'air qu'ils respiraient. Hein, c'est là. Il faut vous rappeler que dans les expositions coloniales, il y avait des os humains. Hein, c'est-à-dire que on exposait des gens de couleurs différentes, des tribus asiatiques, des tribus africaines, et on les montrait comme des singes, un petit peu. Hein, il y avait un petit côté planète des singes dans tout ça qui était terrible. D'autres questions? Alors, la préparation des esprits, on nous dit, c'est peut-être pas étonnant après l'humiliation de 1870, mais je vous rappelle que cette humiliation concerne les élites et une partie des Français. Je vous rappelle que tout un tas de Français ne savent même, n'ont jamais vu un Prussien. Il faut jamais l'oublier, ça. Donc, ils se sentent très très loin de tout ça. La guerre de 70 a été vécue par une minorité de Français. Elle n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, où il n'y a quasiment pas une famille qui n'ait engendré, qui n'ait ressenti des pertes, un peu comme ça a été le cas, vous savez peut-être pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, on retrouve le même phénomène en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Australiens et les Néo-Zélandais ont servi de Sénégalais à la couronne britannique. Et il n'y a quasiment pas une famille australienne ou euh, néo-zélandaise. Déjà, il y avait eu des pertes considérables dans leur rang pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le même phénomène que la première pour les familles françaises. Il n'y a quasiment pas une famille australienne ou néo-zélandaise qui n'ait perdu quelqu'un lors de la Seconde Guerre mondiale en Europe et bien sûr dans le Pacifique contre le Japon. Oui, alors quelqu'un demande, les guerres coloniales n'ont-elles pas leur origine déjà dans la conquête des nouveaux territoires à partir de 1492? Si, bien sûr, ce sont déjà des, des guerres coloniales, mais on n'est pas dans le. Et puis, on sait aussi que lorsque on a assisté à l'abolition de l'esclavage,
les Français, les Européens ont tiré parti du fait que parfois, il y avait une avance aux États-Unis, à la fois une avance et une stagnation. Mais après les premières abolitions de l'esclavage, une partie des Européens ont récupéré le commerce triangulaire. Et nous avons de grandes villes françaises comme La Rochelle, Nantes, Le Havre, Bordeaux, dont la richesse est due au commerce triangulaire, qui était déjà d'une grande violence. Quand on dit pour défendre l'acquis colonial, mais nous avons civilisé ces gens-là, nous leur avons apporté des écoles, des gares, des hôpitaux, des infrastructures, on oublie que l'évolution de ces infrastructures était faite avant tout pour vampiriser, pour soutirer, pour extraire de ces territoires leurs richesses et pour pouvoir les envoyer chez nous. Donc il fallait que les trains roulent, il fallait pouvoir exporter du bois, des métaux précieux, des sources d'énergie, du charbon, tout un tas de choses. Et c'était une mise en coupe réglée de ces territoires-là. Et il faut bien dire que si on reprend la guerre d'Algérie, dans les temps qui avaient précédé, qui est une guerre terrible, parce que c'est une guerre entre frères, c'est quasiment une guerre civile, qui a déchiré ce qui était devenu 3 départements français. Enfin, l'Algérie, c'était des départements français. C'est une guerre terrible, mais il faut rappeler que l'école de Jules Ferry avait laissé de côté énormément d'enfants du cru. Ceux qui appartenaient à l'élite pouvaient parfois, souvent, partager l'éducation des pieds noirs, des petits Européens, mais la plupart étaient dans une stagnation et dans une régression du savoir. Ils n'avaient pas bénéficié de l'ascenseur de Jules Ferry. C'était pas vraiment en Algérie l'école pour tous. Donc ces discriminations, puisqu'il s'agit bien de ça, la violence de ces discriminations est là depuis très longtemps. Elle n'est pas éteinte, elles ne sont pas éteintes. On voit les états d'âme que peuvent engendrer la nomination de ministres dès lors que ils ont une couleur de peau différente, ils sont originaires de cultures différentes, qu'il s'agisse là d'un homme franco-sénégalais au départ ou d'une franco-libanaise. En ce qui concerne 2 des ministres récemment nommés dans le nouveau gouvernement. D'autres questions? Alors, évoquer les financiers, ça n'est pas dédouaner les politiques. Il est pas, beh, bien sûr que non. Je veux dire, c'est fromage plus dessert. Mais simplement, ces politiques eux-mêmes, en tant que politiques, sont sous l'influence de la finance. C'est une évidence. Ils vivent dans un système, hein, comme on le dit maintenant. Ils vivaient déjà dans un système. Donc, il ne s'agit pas de dire bah, les politiques n'y peuvent rien. Vous savez, c'est le jeu de la patate chaude. Quand il y a une guerre et que ça tourne mal, les militaires incriminent les politiques incriminent les militaires. Et là encore, non. La responsabilité est toujours partagée. Hein. C'est trop facile de raisonner comme ça. Donc il n'y a personne à dédouaner dans l'histoire. Et puis, il y a toujours des gens qu'il ne faut pas dédouaner, c'est le peuple, c'est l'opinion publique, qui parfois brille par son irresponsabilité. Mais comme on est démagogue, comme on est populiste, on flatte toujours le peuple en lui disant mais vous êtes intelligent, vous êtes merveilleux, vous êtes formidable, vous êtes plein de bon sens. Les taux d'abstention dans le cadre des élections depuis quelques décennies deviennent monstrueux. Euh, Ça sert à décrédibiliser les élus, les hommes politiques, à faire du bashing contre eux, ce qui est très mauvais. Certes, on peut leur reprocher certaines choses, mais il y a un livre dont je vous recommande la lecture qui nous rappelle à tous que nous avons peut-être les élus que nous méritons. Et quand j'entends certains de mes amis faire du bashing anti-hommes politiques, j'ai tendance à leur demander, mais quels que soient les reproches que vous avez contre eux, ces gens-là sacrifient quand même une grande partie de leur temps libre, de leur famille, de leur vie privée. Et vous, au jour le jour, vous qui critiquez beaucoup, en dehors d'éventuellement vous déplacer une fois tous les 5 ans pour voter,
Qu'est-ce que vous faites pour la collectivité publique? C'est une question qu'on doit se poser. Donc on ne peut dédouaner personne. Nous avons les hommes et les femmes politiques que nous méritons, nous sommes tous un peu responsables et souvent nous sommes responsables de nos propres démissions, de notre propre absence. Il y a des moments où il faut se battre. Heu, En même temps, il faut comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Brexit de Pétain, c'était une sorte de Brexit avant la lettre, il y avait en France certainement 300 000 résistants purs et durs, 300 000 collabos purs et durs, et puis l'immense masse des Français qui essayaient de survivre. On n'a pas à juger ces gens-là. On n'a pas à condamner ceux dont on pense qu'ils se sont mal conduits. À l'inverse, rien ne nous empêche d'admirer ceux qui se sont bien conduits. Mais pour le reste, remettez les chronologies en place. Les gens ne voulaient pas de cette guerre. Stéphane Zweig, cette grande guerre, nous le rappelle. Et puis la grande guerre arrive, avec les conséquences que l'on sait. Et puis c'est pas la fin. Derrière la grande guerre, il y a une pandémie, la grippe espagnole, qui va tuer autant de gens que la guerre en a tué. Derrière la pandémie, il va y avoir une crise économique, la crise de 29. Et puis il va arriver un semblant de mieux-être, une embellie, le Front populaire, les congés payés, et là, badaboum, la montée du fascisme, la montée du stalinisme, on va remettre le couvert, mais, mais les gens n'en pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus. Il faut le comprendre, ça. Et c'est ce qui a fait la force du maréchal Pétain, qui d'abord a culpabilisé tous les gens en les criminalisant, et puis qui a réussi à apporter une forme d'inaction, de passivité, de lâcheté, parce que les gens étaient épuisés, parce que l'opinion publique était épuisée, parce que le peuple était épuisé. Donc il faut comprendre tout ça et là encore, faire sens de nuance. D'autres questions? La date de cette interview, alors nous allons, la date de cette interview, c'était en 1917. Je vais essayer de vous retrouver comment dire? Si on me rend la main sur les visuels que nous avons montrés, voilà. Alors là, on va revenir en arrière. Voilà, donc c'est le numéro 1761 des Annales, daté du 25 mars 1917. La date a beaucoup d'importance parce que c'est quelques semaines, quelques mois avant l'entrée en guerre des États-Unis. C'est aussi, on y reviendra la prochaine fois, là je vais vous mettre l'annonce de la prochaine conférence. Et puis, je vous ai montré quelques photos terribles. Euh, je voulais alors vous montrer d'une part les sources, pardon, il faut revenir en arrière, euh, les ouvrages, mes ouvrages dont sont tirées une partie de ces informations. Mon papa en guerre, lettres de père et mots d'enfant, édition Les Arènes, ça a été republié, et c'est chez Librio. Je veille toujours à ce que mes livres soient pour quelques euros disponibles chez Librio et ne ruinent pas et puissent entrer dans les classes. Entre les lignes et les tranchées, Gallimard, Musée des lettres et manuscrits, avril 2014. Belle époque, le chaudron de l'Apocalypse, édition Triartis, juin 2014. Parole de poilu, parole de père, rue des Écoles, septembre 2017. C'est ce qui composera aussi une partie de la conférence que je vous ai annoncée, qui donc est le 2 juin prochain, très bientôt, à 18h30. Parole de poilu, la Grande Guerre racontée par les soldats français, grâce à la formidable mine qu'ont été ces paroles de poilu, consécutives à mon passage à Radio France, où j'ai demandé aux Français et aux auditeurs de toutes les stations de Radio France, et puis aussi par voie de presse à tous les autres, de nous envoyer les plus belles lettres des poilus de la Grande Guerre qui dormaient dans leurs archives. Et je vous raconte que tout ça est très important parce que ça vous donnera de la guerre une vision que vous n'avez pas forcément et dont je répète qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec nos livres d'histoire.